Bonjour à tous. Edward, tu nous entends? Oui, oui. J'essaie de mettre nos... Ah ben c'est toi qui es à l'écran. Excellent. Est-ce qu'on peut voir Ouais. nos slides? Est-ce qu'on... On est devant nous? Parfait. Est-ce que les gens en ligne voient les diapos? Est-ce qu'on... Oui? Excellent. Parfait. OK. On va recommencer un peu, là, parce que je paniquais puis que je cliquais comme un... Voilà. Bon. Donc, nous voici, panéliste Edward Barrett, qui a une position de choix à l'OCDE pour parler avec nous des réformes fiscales qui sont discutées en ce moment. Et je me présente, Julien Tremblay-Gravel de chez Bersaglio Lachenreau. Merci Stéphanie pour la présentation. On commence avec Ed, ta première slide. Le micro est à toi. OK, merci beaucoup et bonjour Gatineau. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation de participer à ce congrès et c'est un grand plaisir d'être parmi vous, même en virtuel, et j'espère avoir l'opportunité de participer en personne dans le futur. On commence avec une vue d'ensemble de la solution reposant sur deux piliers. Comme vous savez, en 2021, le cadre inclusif OCDE G20 a approuvé une solution reposant sur deux piliers pour relever les défis fiscaux soulevés pour la numérisation de l'économie. Pilier 1 a deux composants, le montant A et le montant B. Le montant A prévoit une réattribution des droits d'imposition aux juridictions de marché en ce qui concerne une partie des bénéfices des entreprises multinationales les plus grands et les plus rentables exerçant des activités sur ces marchés. Le montant B prévoit une approche simplifiée de l'application du principe de pleine concurrence aux activités de commercialisation et de distribution de produits de base dans le pays. Le pilier 2, il aussi a deux composants, les règles GLOBE et la règle d'assujettissement à l'impôt. Les règles GLOBE garantissent que les grandes entreprises multinationales paient un niveau minimum d'impôt sur les revenus générés dans chacune des juridictions où elles opèrent. La règle d'assujettissement à l'impôt est une règle conventionnelle qui protège les juridictions en développement d'imposer certains paiements entre groupes dès lors que ces paiements sont soumis à un taux nominal d'impôt inférieur au taux minimum de 9%. Maintenant, on entre dans les détails de pilier 1 et on commence avec le montant A. Le montant A s'applique aux entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse 20 milliards d'euros et dont la rentabilité est supérieure à 10%. Le montant A réattribue 25% des bénéfices de l'entreprise multinationale dépassant une marge de 10% de son chiffre d'affaires aux juridictions de marché pour lesquelles l'entreprise multinationale satisfait aux critères quantitatifs de lien. Ces bénéfices seront attribués proportionnellement au montant de chiffre d'affaires que l'entreprise multinationale tire de ces juridictions. Récemment, en juillet 2023, le groupe de réflexion sur l'économie numérique a complété son travail technique sur le texte de la Convention multilatérale visant à mettre en œuvre le montant A. Puis, en octobre 2023, le cadre inclusif a publié le texte de la Convention multilatérale. Dans ce texte, des notes de bas de page indiquaient des points de vue différents sur quelques points précis exprimés par un petit nombre de juridictions. Cela dit, ces juridictions s'employaient de façon constructive à surmonter ces divergences.
Plus récemment, en juillet 2024, les mêmes membres de G20 ont adopté une déclaration ministérielle sur la fiscalité qui met en avant l'importance de la coopération pour résoudre ces points en suspens, ainsi permettant la finalisation de la Convention multilatérale. Ces points en suspens regardent principalement l'interdépendance du cadre de montant B avec l'adoption de la Convention multilatérale. Et on revient à ces points en suspens dans la discussion du montant B. Et maintenant, on procède au montant B. Comme j'ai déjà dit, le montant B prévoit une approche simplifiée et rationalisée de l'application du principe de pleine concurrence aux activités de commercialisation et de distribution de produits de base. Cette approche s'applique aux distributeurs grossistes, y compris les agents commerciaux et les commissionnaires grossistes. Les critères de détermination du champ d'application de montant B aux transactions éligibles disposent des conditions précises. Le distributeur ne doit pas posséder d'actifs incorporels uniques et de valeur. Le distributeur ne doit pas prendre en charge des risques économiquement significatifs liés à la transaction. Le distributeur peut réaliser que des ventes au détail de minimis, c'est-à-dire des ventes au détail qui n'excèdent pas 20% de ses recettes nettes. Finalement, le distributeur peut effectuer des transactions ne relevant pas de la distribution lorsque ces transactions peuvent être évaluées de manière fiable et distincte de toutes les transactions de distribution. Pour les transactions contrôlées éligibles, la méthode transactionnelle de la marge nette s'applique à l'exception des cas où la méthode de la prix comparable sur le marché libre utilisant des comparables internes peut être appliquée. La détermination des fourchettes de prix de pleine concurrence est informée par des critères de recherche communs et utilise un ensemble de données mondiales. L'approche emploie une matrice de prix qui prend en compte comme facteur pertinent à la rentabilité des actifs de l'exploitation, les dépenses de fonctionnement et la catégorie sectorielle. Au fin d'établir les résultats en matière de prix, le montant B utilise le retour sur les ventes comme indicateur de bénéfice net. En outre, l'approche intègre un mécanisme de recoupement avec des ajustements relatifs aux dépenses d'exploitation et aux risques payés. Finalement, l'analyse à l'appui de l'application de montant B sera mise à jour tous les 5 ans, à moins qu'un changement important dans les conditions de marché ne justifie pas une mise à jour intermédiaire. En outre, les données financières et les autres points de référence seront réexaminés chaque année. L'application du montant B n'est pas contraignante pour la juridiction de la contrepartie. Il y a néanmoins un engagement politique des membres du cadre inclusif à respecter l'application du montant B par une juridiction à faible capacité. Par cet engagement, les membres du cadre inclusif s'engagent à prendre toutes les mesures raisonnables pour éliminer la double imposition potentielle pouvant résulter de l'application du montant B lorsqu'il existe une convention fiscale entre les juridictions concernées. En même temps, rien n'empêche les autorités compétentes d'utiliser le montant B pour résoudre des cas de procédure amiable
lorsque les autorités compétentes en sont d'accord. Récemment, en juillet 2024, le cadre inclusif a développé des orientations supplémentaires relatives à des définitions au sein de Monton Bay. Notamment, le cadre inclusif a publié la liste des juridictions couvertes aux fins d'engagement politique de respecter l'application de Monton Bay. Puis, pour faciliter la mise en œuvre de l'engagement politique, en septembre 2024, le cadre inclusif a publié un modèle d'accord entre autorités compétentes relatif à l'application de Monton Bay, et toutes ces ressources sont disponibles sur le site web de l'OCDE. En ce moment, le travail sur le Monton Bay examine la possibilité de son application obligatoire par tous les membres du cadre inclusif lorsqu'il existe une convention fiscale entre les deux juridictions concernées. Il existe une interdépendance entre le progrès sur cette seconde phase de Monton Bay et le progrès sur la convention multilatérale sur le Monton A. Pardon. Et maintenant, on procède au pilier 2 et on commence avec les règles GLOBE. Comme vous savez déjà, les règles GLOBE constituent un système coordonné visant à faire en sorte que les grands groupes d'entreprises multinationales aient un niveau d'impôt minimum sur les bénéfices qu'ils génèrent dans chacune des juridictions où ils exercent des activités. Pour ce faire, les règles GLOBE appliquent un impôt complémentaire sur les bénéfices réalisés dans une juridiction lorsque le taux effectif d'imposition, calculé juridiction par juridiction, est inférieur au taux minimum de 15%. Pour la mise en œuvre des règles GLOBE, les membres du cadre inclusif ne sont pas tenus à adopter des règles GLOBE, mais s'ils décident de le faire, ils mettront en œuvre les règles d'une manière qui soit cohérente avec les résultats prévus dans le cadre du pilier 2 à la lumière des règles modèles. Les membres du cadre inclusif aussi acceptent que d'autres membres du cadre inclusif appliquent les règles GLOBE, ce qui inclut l'ordre d'application des règles et l'application des éventuels régimes de protection autorisés. Les règles GLOBE et les commentaires ont déjà été adoptés. Les travaux en cours concentrent sur l'administration et l'interprétation des règles de façon cohérente et coordonnée. Le cadre inclusif a publié 4 séries d'instructions administratives agréées et ces instructions complètent les commentaires afin de simplifier et clarifier l'application des règles GLOBE. Le cadre inclusif va continuer à produire des instructions administratives où nécessaire. Maintenant, le cadre inclusif est en train de développer un mécanisme d'examen par les pairs pour évaluer l'alignement de la législation nationale avec les règles modèles et de déterminer son statut qualifié au fin de l'ordre d'application des règles approuvées par le cadre inclusif. Aussi, en ce moment, le secrétariat travaille avec BIA, que c'est le partenaire institutionnel officiel de l'OCDE représentant des entreprises. Et le secrétariat travaille avec BIAC sur un projet de régime de protection permanent. L'objectif de ce régime serait de minimiser les facteurs de conformité sans affaiblir l'intégrité des règles.
On étudie aussi la possibilité d'aligner la déclaration Globe avec la déclaration pays par pays, prenant en compte les différences entre ces deux types de déclarations. On étudie également un possible mécanisme pour la résolution des différends, là où il existe une incohérence dans l'application des règles par deux ou plus juridictions. Finalement, on a la règle d'assujettissement à l'impôt. Ça fait partie intégrante de pilier 2 et ça a une importance spéciale pour les pays en développement. Elle cible des résultats menant à une imposition faible par une règle conventionnelle. Cette règle rétablit les droits d'imposition au pays de la source dans des situations spécifiques. Plus précisément, lorsqu'en vertu d'une convention fiscale, un pays de la source a cédé des droits d'imposition à l'égard de certains paiements entre groupes, le pays de la source récupère certains de ces droits lorsqu'un élément de revenu est imposé dans le pays de résidence en taux inférieur à 9%. L'engagement politique sur la RAI est contenu dans la déclaration d'octobre 2021 et selon cet engagement, les pays en voie de développement peuvent demander la mise en œuvre de la RAI dans leur convention fiscale conclue avec d'autres membres de cadre inclusif qui appliquent des taux nominaux inférieurs au taux minimum de 9% à des éléments de revenus visés. Le Canada, cependant, n'applique pas des taux nominaux inférieurs à 9% à des éléments de revenus visés. Donc, le Canada n'est pas concerné par l'engagement sur la RAI au-delà de son engagement plus général par rapport à la solution reposant sur deux piliers. Un élément clé dans la mise en œuvre de la RAI était le développement d'un autre instrument multilatéral. Cet instrument relatif à la RAI, cet instrument permet la rapide adoption de la RAI par une juridiction concernée dans toutes ces conventions fiscales pertinentes avec une seule convention internationale. Une première cérémonie de signature a eu lieu le 19 septembre à Paris et à l'occasion de cette cérémonie, 9 juridictions ont signé la convention et un autre groupe de 10 juridictions ont exprimé leur intention de signer dès que possible. 57 juridictions totales ont participé à la cérémonie, dont 24 ont signé une déclaration de soutien et le Canada a signé une déclaration de soutien lors de cette cérémonie. Bien, excellent, merci beaucoup, Ed. J'aimerais passer à quelques petites questions avant de passer à l'implémentation au Canada de certaines de ces règles-là. Oui. Premièrement, en ce qui concerne le montant B, est-ce que l'approche simplifiée et rationalisée s'applique aux établissements stables ou seulement aux entités juridiques? Merci pour cette question, mais le rapport sur le montant B ne fait pas référence exprès aux établissements stables. En même temps, l'interprétation selon laquelle le montant B s'applique aux établissements stables lorsqu'ils remplissent les critères de champ d'application de montant B, ça serait cohérent avec le rapport de 2010 sur l'attribution des bénéfices aux établissements stables. Cependant,
prenant en compte cette absence d'une référence explicite aux établissements stables, il serait opportun de s'engager, ça rend opportun un engagement anticipé avec les administrations fiscales concernées, intéressées, lorsque un contribuable souhaite appliquer le montant B à un établissement stable. Parfait. Donc, il faut coordonner, il faut parler avec les autorités compétentes des juridictions concernées. Je comprends. Excellent. Une autre petite question, encore une fois concernant le montant B, c'est concernant la stratégie de recherche qui est décrite pour identifier des comparables potentiels à l'annexe A du rapport sur le montant B. On voit que ça exclut les sociétés qui réalisent des pertes consécutives sur 3 années ou plus de celles qui peuvent être utilisées comme comparables. C'est quoi le rationnel de l'OCDE derrière cette exclusion quand on sait qu'il n'y a pas d'exclusion stricte dans les principes de prix de transfert qui excluent des entreprises qui font des pertes pendant 3 années consécutives? C'est une longue question, mais... Oui. Oui. Merci encore pour la question. C'est vrai que cette exclusion n'est pas prescrite par les TPG, mais il y a des orientations dans les TPG qui disposent que lorsque des comparables présentent des résultats extrêmes, il conviendrait de procéder à un examen complémentaire pour comprendre les raisons de tels résultats et la fiabilité de ces résultats. Et puis, dans le contexte de l'ensemble des données de montant B, et étant donné que des informations complètes ne sont pas disponibles pour toutes les sociétés, il était considéré plus approprié d'exclure ces comparables dans le cadre de montant B. Parfait. Je comprends la réponse, puis merci. Donc, on va passer à la prochaine partie de la présentation qui touche à l'implémentation des règles qui ont été discutées dans le cadre de l'OCDE et du cadre inclusif en droit canadien et en fait celles qui n'ont pas encore été incluses. La première, c'est la loi sur la première discussion va être sur la loi de la taxe sur les services numériques. Comme on sait, il n'y a pas encore eu d'accord sur le montant A du pilier 1 qui touche les revenus numériques qui pourraient être, dont le droit d'imposition pourrait être réattribué à certains pays. Comme il y a eu un délai dans cet accord-là, le Canada a déployé sa taxe sur les services numériques en juin 2024. En gros, ce qui est assujetti, c'est les entreprises qui satisfont à 2 seuils de revenus, soit le seuil du revenu total et le seuil du revenu canadien, qui sont respectivement de 750 millions d'euros et de 20 millions de dollars canadiens. Le taux et le revenu assujetti, à ce niveau-là, c'est une taxe brute de 3 % sur les revenus de services à des utilisateurs au Canada qui proviennent de 4 sources, soit les services de marché en ligne, de publicité en ligne et de médias sociaux, et celles qui proviennent de la vente de données d'utilisateurs. En gros, on peut mettre tout ça dans un grand panier qui est le revenu numérique canadien. Pour ce qui est de la définition de ce qui est un utilisateur canadien, c'est différent dépendamment du type de revenu. Pour ce qui est du revenu de publicité en ligne et de vente de données d'utilisateurs, c'est l'emplacement précis de l'utilisateur au moment de la transaction qui est le facteur déterminant, tandis que pour les autres catégories de revenus,
D'autres données pertinentes peuvent être utilisées, par exemple l'indicatif régional du numéro de téléphone de l'utilisateur. Si l'emplacement précis d'un utilisateur est incertain, il sera défini par défaut comme un utilisateur canadien. Donc, c'est vraiment important pour l'entreprise assujettie de collecter les données qui leur permettent de déterminer si un utilisateur est au Canada ou pas. Ensuite, pour ce qui est des règles de conformité pour la taxe sur les services numériques, bien, il y a un critère d'enregistrement. Une entreprise qui a un revenu total de plus de 750 millions d'euros et un revenu numérique canadien de 10 millions de dollars canadiens. Donc, on sait ici, comme je l'ai dit précédemment, que le critère pour être assujetti à la taxe, c'est 20 millions de dollars canadiens, mais pour l'obligation de s'enregistrer, c'est 10 millions. Et l'enregistrement doit être complété avant le 31 janvier de l'année suivant celle où les critères d'assujettissement pour l'enregistrement sont rencontrés. S'il n'y a pas d'enregistrement qui a lieu, il y a une pénalité de 20 000 $ canadiens pour chaque année où l'obligation n'a pas été rencontrée. Pour ce qui est des déclarations et des paiements de la taxe sur les services numériques, bien, ils sont dus le 30 juin suivant la fin d'une année fiscale. Si l'entreprise est assujettie rétroactivement depuis 2022, alors le paiement du 30 juin 2025 devra inclure les montants pour 2022 et 2023. Maintenant, d'un point de vue plus politique, on sait que les États-Unis n'étaient pas particulièrement heureux du déploiement de la taxe sur les services numériques et ils ont invoqué l'article 31 de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique à l'encontre de la TSN parce qu'ils perçoivent que cette loi ne garantit pas un traitement égal aux fournisseurs de services et les investisseurs canadiens et américains. En réponse, le ministère des Finances a réaffirmé que leur préférence, ce n'était pas de déployer une taxe sur les services numériques, mais plutôt une solution multilatérale dans le cadre de l'OCDE, comme Ed nous en a déjà parlé, le montant A du pilier 1, mais a souligné la nécessité de déployer la TSN pour rester compétitif. Comme on le sait, il y a certaines juridictions qui avaient déployé des taxes sur les services numériques ou des équivalents et qui les appliquaient même si les négociations pour le montant A continuaient. Et le ministère des Finances semble penser qu'il pourrait aller chercher des paiements de TSN allant jusqu'à 3 milliards de dollars canadiens, mais il a concédé que ça affecterait principalement les entreprises américaines, sans surprise. Pour ce qui est du recours qui a été fait par les États-Unis, on sait que si le différend n'est pas résolu dans les 75 jours, les États-Unis pourraient demander la constitution d'un groupe spécial de règlement et ça pourrait conduire à des décisions contraignantes. Et si le Canada ne se conforme pas à cette décision-là, il pourrait y avoir des tarifs douaniers sur les importations canadiennes de la part des États-Unis. C'est un sujet chaud qu'on va suivre dans la prochaine année. En fait, un petit retour sur les obligations de conformité pour la TSN. On sait qu'on s'attend à avoir les différents formulaires dans les prochains mois pour ce qui est des déclarations et des enregistrements. Ensuite, pour ce qui est du montant B, bien, pour donner suite à l'excellente présentation de Ed, qui d'ailleurs, je dois vraiment apprécier la présence de Ed sur ce panel. Sa première langue, ce n'est pas le français, puis on apprécie beaucoup qu'il ait fait l'effort de participer à notre panel. Le montant B, ou bien l'approche simplifiée et rationalisée, on apprécie l'effort, mais on ne s'attend pas à ce que ça fournisse une certitude fiscale additionnelle pour les entreprises multinationales qui ont des activités au Canada, malheureusement. Malgré le fait que la position officielle du Canada sur l'approche simplifiée et rationalisée est encore en attente, on sait que le Canada pourrait décider de ne pas adopter l'approche simplifiée et rationalisée, sauf pour les juridictions à faible capacité. Et même s'il adopte l'approche, il est probable que l'ARC résiste à l'assujettissement de certains distributeurs pour les motifs suivants, qui ont déjà en fait été mentionnés par Ed.
la haute intensité de fonction par le distributeur canadien, une contribution unique qui serait faite par le distributeur canadien. Notre réflexion, ça serait par exemple pour l'enregistrement de produits qui seraient réglementés comme des pharmaceutiques, ou bien des fonctions des actifs et des risques de distributeurs et de leurs contreparties étrangères qui seraient trop intégrés pour être évalués séparément. Pour finir, que le Canada décide de l'adopter ou non, il est probable que le montant B, l'approche simplifiée et rationalisée, soit utilisé pour établir un rendement plancher pour justifier des marges de distribution plus élevées dans des secteurs d'activité et de distribution que la RCD considérerait comme des situations sortant du champ d'application du montant B. Donc, comme j'ai mentionné, des distributeurs, il y aurait une haute intensité de fonction selon l'appréciation de l'ARC, des contributions uniques ou bien un trop haut niveau d'intégration avec les autres entités étrangères. Finalement, pour ce qui est de du pilier 2, bien ça, c'est une histoire un peu plus, on va dire, positive parce que ça se passe. Le Canada met en vigueur, fait entrer en vigueur les principes du pilier 2 en droit canadien par le projet de loi C-69 en juin 2024, avec application rétroactive aux années fiscales débutant le ou après le 31 décembre 2023. Et on s'attend à une première déclaration sous de revenu global en juin 2026. C'est applicable aux groupes d'entreprises multinationales avec 750 millions d'euros ou plus de revenus annuels consolidés qui ont une présence commerciale au Canada. Et il y a 2 mesures adoptées pour l'instant. L'impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement, donc c'est comme on dit en bon français, a mouthful, mais on le connaît mieux sous l'acronyme QDMTT, qui est en anglais, et qui vise les entités et établissements stables d'entreprises multinationales qui sont situées au Canada. Donc, c'est un peu le premier niveau d'imposition complémentaire qui peut être appliqué, et ça, c'est pour le revenu canadien. Ensuite, il y a la règle d'inclusion du revenu qui vise les entités mères canadiennes ultimes ou intermédiaires. Donc, à ce niveau-là, pour ceux qui ne sont pas familiers, bien, s'il y a du revenu d'une filiale étrangère qui n'a pas été taxé à un niveau de 15 % au minimum, bien, le Canada peut taxer la différence au niveau de l'entité mère qui serait canadienne. Finalement, la règle relative aux profits insuffisamment imposés, la RPI, ou bien, encore une fois, mieux connue sous le nom de UTPR, qui agit comme une mesure de secours si ni la taxe locale, prélevée localement, la QDMTT, ou la RDIR, celui qui est prélevé au niveau de l'entité mère, ne s'applique et distribue les droits d'imposition complémentaires en se basant sur une formule qui est calculée en prenant en compte le nombre d'employés et la valeur des actifs corporels dans chaque juridiction d'activité du groupe assujetti aux règles Globe. Donc, en fin de compte, si il y a une entité canadienne qui fait partie d'un groupe et que dans d'autres juridictions, il n'y a pas d'impôt local qui est appliqué, bien, une partie de la tarte de la taxe qui n'a pas été prélevée pourrait être redistribuée au Canada. D'un point de vue de conformité, il va devoir y avoir des déclarations de revenus Globe, des DRG. Quand il y a une entité mère ultime au Canada, la DRG doit être déposée dans les 18 mois de la fin de la première année d'assujettissement aux règles Globe, soit avant le 30 juin 2026 et dans les 15 mois suivant la fin de l'exercice fiscal pour les années subséquentes. Donc, pour la première année d'assujettissement, bien, ça serait le 30 juin 2026 et pour les années subséquentes, ça va être un délai de 15 mois seulement, pas 18. S'il y a plus d'une entité au Canada, une entité peut être désignée pour déposer au nom de toutes les entités canadiennes.
S'il y a une entité mère ultime hors Canada et que la DRG va être déposée hors Canada, on peut faire le choix de déposer la DRG dans chacune de ces juridictions, mais ce ne serait pas très pratique. On a les groupes ont le choix de déposer une seule DRG pour le groupe en entier. Et il va devoir y avoir une notification DRG qui informe l'ARC de l'endroit où la déclaration de DRG a été déposée, et la date limite pour cette déclaration est la même que celle pour la DRG elle-même. S'il n'y a pas de déclaration ou de notification qui est faite, alors il peut y avoir des pénalités. 25 000 $ canadiens par mois de retard avec un plafond de 1 million de $, mais ça ne s'applique pas si l'exercice fiscal commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028, et que des mesures raisonnables ont été prises par les contribuables. Ça nous donne un peu de jeu pour les premières années d'application. Une petite note, si l'entité mère ultime se trouve dans une juridiction n'ayant pas implémenté le régime Globe, elle ne peut probablement pas déposer la DRG. Il n'y a pas encore eu de clarification à ce niveau-là, mais c'est ce qu'on comprend des règles. Les entités canadiennes avec une entité mère dans une telle situation doivent soit déposer au niveau national ou notifier l'ARC qu'une autre entité désignée au sein du groupe fera la DRG. Pratico-pratique, on sait que les États-Unis n'ont pas encore adopté les règles Globe, donc on s'attend à ce que l'entité américaine ne puisse pas faire la DRG. Donc, soit l'entité canadienne ou bien une autre entité du groupe va devoir s'en occuper si l'entité ultime est aux États-Unis. Ensuite, pour ce qui est de la conformité additionnelle, il doit y avoir, pour chacune des mesures que j'ai décrites plus tôt, que ce soit la taxe locale, on appelle ça la ICM-QPL, mais encore une fois, la QDMTT, on va simplifier la vie. Même chose pour le IIR et pour le dernier élément qui est la RPI ou le UTPR, si c'est adopté, mais on s'attend à ce que ce soit. Il doit y avoir des déclarations individuelles pour chacune de ces taxes complémentaires-là, et elles doivent être faites à l'aide de formulaires prescrits, mais qui n'ont pas encore été publiés. On s'attend à les recevoir dans la prochaine année. Il y a une discussion plutôt à ce sujet-là. La date de dépôt pour ces formulaires-là est la même que celle de la DRG. Et, encore une fois, pénalité pour non-dépôt ou retard, 50 % de l'impôt impayé plus un supplément de 1 % de l'impôt pour chaque mois de retard, donc jusqu'à 12 mois, pour un maximum de 17 % du solde impayé. Finalement, une petite note, puis ça peut sembler une nuance ou une évidence, mais contrairement aux impôts complémentaires déposés dans certains pays européens, la taxe canadienne, la QDMTT, ICM-PQL, ne s'applique pas aux groupes d'entreprises qui ne sont pas multinationales. Donc, si un groupe est purement canadien, il ne peut pas y avoir de taxe complémentaire à 15 %. Donc, un groupe comme ça pourrait avoir une taxe en bas un taux effectif d'imposition en bas de 15 %. Puis, j'avais une dernière question pour Ed, puis ça, avant d'ouvrir le... Il me reste combien de temps? Il reste 10 minutes. 10 minutes. Bon, 6. Parfait. On est exactement où on voulait être. Donc, pour un peu rejoindre deux éléments dont on a parlé, on sait que la TSN est sur le revenu brut et que les règles du pilier 2 s'appliquent pour s'assurer que l'impôt payé est à 15 %. Et Ed, je t'avais posé une question à l'avance pour que tu puisses te préparer, mais est-ce que les taxes comme la TSN canadienne sont prises en compte pour calculer le taux effectif de 15 % d'une entité? OK, merci encore pour cette question. Mais la raison technique pour laquelle la TSN n'est pas traitée comme un impôt concerné au fond des règles Globe, c'est parce que elle n'est pas considérée en impôt sur le revenu. Ce que au fond des règles Globe est un impôt qui prend en compte les dépenses associées à la génération des revenus.
typiquement, une TSN applique en plus de l'impôt sur le revenu d'application générale et ne substitue pas cet impôt d'application générale. Ce qui distingue une TSN d'une retenue sur le revenu brut comme des retenues à la source permises par les conventions fiscales. Et bon, il faut tenir en compte aussi que tous les règles globales sont le résultat d'une négociation. Donc, il y aura aussi des raisons politiques pour cette choix dans les règles. Mais je peux expliquer la raison technique pour cette exclusion des impôts concernés. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que ça peut résulter en un certain niveau de double imposition à ce niveau-là, mais on comprend les raisons techniques et bien sûr politiques. Est-ce qu'il y avait des questions de la part des gens dans la salle? Oui, Philippe? Oui, là, j'ai une petite question. Pour le 3%, la TSN, Oui. si j'ai bien compris, si une entreprise ne prouve pas que l'utilisateur n'est pas canadien, Oui. on prend la règle par défaut, c'est qu'il est canadien. Exactement. Donc, si je comprends bien, l'entreprise doit forcément divulguer à l'ARC ses données sur des utilisateurs non canadiens pour venir démontrer qu'ils ne sont pas canadiens. Si oui, je me demande s'il y a quelque chose ici à laquelle on doit penser, parce que le Canada, on est un pays fiable, on comprend que l'ARC doit faire attention à nos informations, mais si on parlait de d'autres pays qui sont plus instables politiquement, qui appliquaient la même règle, il me semble que je me poserais des questions sur, je devrais juste avoir démontré ma base d'utilisateurs canadiens et non pas que le reste de ma base est non canadienne. C'est une excellente question, mais je pense que c'est un petit peu une question pour l'ARC que, pour moi, comment est-ce qu'ils vont protéger les droits des contribuables. Mais en effet, pour prouver un négatif, c'est toujours difficile. Ouais. J'ai une dernière question. Je vois qu'il me reste 2 minutes. Le montant B, on oui. peut opt-in ou opt-out, si j'ai bien compris, disons le Canada. Oui. Ma question, c'est pour Frédéric, mais est-ce que l'ARC en vérification, c'est moi à dire ou c'est finance qui veut décider? C'est finance, OK. Merci. Collaboration. C'est certain qu'on est conjoint. Mais c'est finance qui fait. C'est finance qui veut décider. OK. Merci. Désolé de t'avoir mis sur le spot. Autre question? Non, merci beaucoup, Julien. Merci, Edward. J'espère vous voir l'année prochaine à Montréal, Edward.